Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, salon Eurobois 2026 et avec mes 4 invités, 2 Français, 2 Italiens, nous allons parler de la gestion des terres abandonnées. L'idée c'est de voir comment ces territoires peuvent comment ils peuvent avoir une meilleure résilience avec des territoires agro-silvo... Oh, je suis pas très bon, hein. Silvio et pastoral. Pour en parler avec moi, Sylvain Augier. Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes responsable pour la Savoie et la Haute-Savoie du CNPF. Le CNPF, en 2 mots? C'est un établissement public qui rassemble l'ensemble de la forêt privée avec 12 techniciens pour les 2 départements et qui rassemble un peu plus de 200 000 propriétaires pour les 2 départements. À côté de vous, Patricia Moret-Richaud, bonjour. Patricia avec le micro. Ce sera mieux, bonjour. Ce sera mieux. Vous êtes vice-présidente des communes forestières de France. C'est quoi les communes forestières de France ? Eh bien, ce sont les communes qui se soucient de la gestion forestière de leur territoire, dont elles sont propriétaires. Donc, commune forestière France, comme commune forestière Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que vous êtes vice-présidente Provence-Alpes-Côte d'Azur et vice-présidente des communes forestières de France. C'est ça. Donc, nous avons un souci, effectivement, nous défendons les intérêts des communes qui sont forestières en France. Soit 6 000 communes forestières sont adhérentes à Commune forestière France. À côté de vous, Sonia Cambussano, je l'ai bien prononcé. Très bien. Merci. Vous êtes, conseillère déléguée de la ville métropole de Turin. Oui. Présentez-nous cette métropole de Turin qu'on ne connaît peut-être pas assez bien ici. Oui, la ville métropole de Turin est la seule ville métropole italienne qui est transfrontalière. On a 178 km de frontières avec la France et on partage beaucoup de projets européens avec la Savoie, la région PACA, parce que d'un côté et de l'autre de la frontière, on a vu il y a des problèmes qui sont très semblables et on peut mettre ensemble les forces pour trouver des solutions pour nos territoires. Voilà, et on va voir que vous travaillez ensemble là-dessus. Et à côté de vous, Marco Bussone. On dit Bussone, c'est bien? Bien. Bien, bonsoir. Je suis le président de l'UNCEM. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'UNCEM? L'UNCEM, c'est l'Union des communes et des communautés de la montagne de l'Italie. 3500 communes, municipalités en Italie. Qui sont en montagne? Montagne, Alpes et Appennini. D'accord. Alors, on va parler de ce projet que j'ai très mal présenté tout à l'heure. Donc, qui est-ce qui veut nous le présenter et nous dire de quoi il s'agit? Exactement. ASFO. Il s'agit en fait d'un programme européen qui permet, avec des partenaires français et italiens, de travailler sur la remise en gestion de forêts qui seraient abandonnées, forêts ou espaces naturels, ça peut être des pâturages ou de l'agriculture. Les Italiens ont une vraie expérience sur la partie pâturage et les Français ont aussi beaucoup d'expérience sur la partie forestière. Et l'idée, c'est qu'avec des échanges, on enrichisse nos connaissances et on travaille comme objectif final de faire évoluer les textes législatifs pour être plus performants sur l'adaptation des forêts au changement climatique ou des pâturages et sur le regroupement ou la remise en gestion de tous ces espaces. C'est quoi ce problème des terres abandonnées? Quand on parle de terres abandonnées, on parle de quoi? Alors, je laisserai les Italiens répondre pour la partie italienne. Pour la partie française, on a une forêt, par exemple, qui est particulièrement morcelée sur les 2 départements de Savoie qui représentent à peu près 400 000 hectares de forêt. Il y a un tiers de la forêt qui est publique, qui appartient aux communes forestières ou à l'État. Et puis, il y a les 2 tiers qui sont privés. Donc, ça fait 250 000 hectares qui appartiennent à 200 000 propriétaires. Ce qui fait une surface par propriétaire de l'ordre d'un peu plus d'1 hectare, mais c'est souvent en 10 parcelles. On a un tel morcellement qu'aujourd'hui, on arrive difficilement à mettre en gestion toutes ces parcelles forestières. Donc, en fait, on essaye d'améliorer la situation et de permettre aux propriétaires, en se regroupant, de gérer mieux leurs parcelles. On verra après comment ça se passe quand les propriétaires ne sont plus là. En Italie, comment ça se passe?
chez vous, c'est quoi, je veux dire, quand on parle de terre abandonnée, on parle de quoi? Les terres abandonnées, c'est à peu près la même chose, dans un cadre normatif qui est différent, mais il y a ce problème de morcellement des terres abandonnées et des biens sans maître. Et donc, c'est un problème parce que c'est un blocage pour le développement des territoires, parce que ce sont des forêts qui sont des forêts ou bien des terres pastorales qui sont abandonnées. Et donc, c'est quelque chose qu'on a des problèmes à gérer. Et pour cette raison, on cherche à avoir une banque de données. Un des buts de ce projet est d'avoir, parce que quelquefois on ne sait même pas qui est le propriétaire ou les propriétaires, parce qu'il s'agit des Succession, Oui, depuis des oui. années et des années, des gens qui ne s'intéressent plus en fait Oui, à la sont- terre de leurs ancêtres, pour faire court. Donc, ce tentative d'affronter le problème du remembrement des terres abandonnées est très important chez nous, où plus que 50% de la ville métropole de Turin sont des communautés qui sont rurales ou montagnardes. Donc, c'est central dans le développement de nos territoires. Très important pour vos territoires. Est-ce que, une question un peu bête, est-ce que, peut-être pour les élus, est-ce que en tant que commune, je peux aller imposer des choses sur des terres qui ont été abandonnées, dont on ne connaît pas les propriétaires, par exemple d'abattage d'arbres ou, lorsqu'on parle de pâturage, d'autres choses? Est-ce que j'ai le droit? Comment ça se passe quand dans une commune, je me retrouve avec X hectares de bois abandonnés? Alors en France, la propriété, le principe de la propriété du patrimoine privé est sacré. Donc l'élu a à sa disposition des outils, oui, mais on ne peut pas comme ça venir s'installer sur une parcelle forestière qui est à l'abandon. Il faut quand même s'engager dans des procédures qui sont comme par exemple le droit de préemption, qui permettront donc à la commune de pouvoir intégrer là où les parcelles dans sa propriété et pouvoir les gérer. Voilà. Et en Donc, Italie, comment ça se passe? Oui. il y a aussi le droit de préférence forestier, d'autres outils également, mais il y a de nombreux freins qui sont à lever et c'est pourquoi donc cette étude, enfin ce projet nous permettra, enfin je l'espère, d'avancer et d'acquérir de nouvelles, enfin de gérer, de mettre en gestion De nouvelles terres, en fait, parcelles, de nouvelles voilà, parcelles forestières. dans le but d'une gestion durable de la forêt. Et en Italie, sur ces terres abandonnées, est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Est-ce que l'État, est-ce que les communes? Les maires travaillent pour réunir les propriétaires. Les associations foncières sont nées en Piémont pour une idée de la région qui a dit qu'il y a beaucoup de divisions entre les propriétaires, entre les parcelles. Donc on doit trouver une loi. La loi, c'est important, une vision, donc une loi qui aide les propriétaires à se réunir. Et donc, on va faire des associations. Les maires sont importants parce que les maires vont réunir les habitants. Les maires vont faire ont une puissance pour réunir les personnes et expliquer l'importance d'une réunification. Ce n'est pas seulement une question juridique ou une question technique, mais c'est une question institutionnelle. Pour aider les territoires à être meilleurs, on doit faire des passages et réunir la communauté qui s'exprime avec des associations. Voilà, c'est un peu c'est le but du jeu, hein, de l'ASFO. ASFO, je ne vous ai pas demandé, ça veut dire quoi? Alors là, je sèche. Association foncière. Association foncière. Oui, association. Donc une association, il y a aussi en France comme en Italie, Oui, bien une sûr. association de personnes, d'habitants, et qui vont se réunir pour
résoudre des questions sur la propriété des forêts et des autres types de terres, par exemple des territoires abandonnés aussi. Il n'y a pas de propriétaires et se réunissent. ASFO. Association foncière. Association foncière, oui. On va regarder comment ça se passe dans les communes françaises, quel est le constat que vous faites et quel est le rôle que vous voulez prendre pour essayer de gérer ou de régler ce problème. Eh bien, comme mon collègue donc, du CNPF le disait tout à l'heure, nous avons constaté donc l'existence d'une multitude de propriétés qui sont maintenant inconnues, qui sont abandonnées. Ça, c'est du fait de l'exode rural. Donc, il y a durant le siècle dernier, ce sont des parcelles qui étaient petites, qui étaient peut-être sans intérêt, qui étaient en montagne, donc difficilement accessibles. Et du coup, elles se sont perdues. Donc l'enjeu pour nous, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un enjeu de développement durable parce que la forêt, c'est une protection contre les risques naturels, l'incendie, les ravinements, les avalanches, etc. L'alimentation de la filière bois, on a besoin de bois pour construire, notamment pour se chauffer aussi. Et puis, c'est une protection de la biodiversité. Et puis, c'est un lieu où les habitants aiment bien aller se promener, les touristes. Donc, c'est un lieu. Donc, il est important que les communes qui sont un véritable chef d'orchestre, le maire est un chef d'orchestre sur sa commune, et donc, il peut. L'intérêt est d'aller chercher donc ces parcelles qui sont un peu en déshérence, effectivement, d'aller chercher aussi les propriétaires privés qui ont des forêts qui ne les gèrent pas, de façon à s'associer et faire de la gestion, faire un partenariat pour gérer la forêt. L'enjeu quand même, on se rend compte qu'on va vers un changement climatique des années qui sont très risquées. Donc les feux, les inondations, etc. Et puis les dépérissements, on voit bien qu'en France, il y a des parcelles, des pans entiers de parcelles qui sont dépéries. Donc c'est le rôle du maire de s'investir sur ce sujet. Alors à Turin, à la métropole de Turin, les maires que vous représentez, ouais. les communes que vous représentez, vous êtes 312. Combien 312 communes. Maires, oui. 312 maires. Donc déjà, il faut les réunir. Et sur eux, comment ils voient votre action? J'imagine que vous leur en parlez. Oui. Cette action, alors, qui est plutôt sur les pâturages de votre côté, hein, c'est ça? Oui. C'est surtout que nous, comme sujet, je dis la ville métropole, je suis aussi maire d'une commune rurale, pas montagnard, mais rurale. Donc, je connais la réalité des municipalités. La ville métropole de Turin, en tant que chef de file de ce projet, voudrait faire la régie entre les différentes municipalités. Parce qu'avec 312 communes, il s'agit de communes avec très peu d'habitants, mais avec une extension territoriale qui est souvent énorme. On a des communes qui ont 26, 30, 50 habitants avec des territoires qui sont énormes, oui, qui sont entières de la ville de Turin. Donc, c'est quelque chose qui, quand on a un territoire si vaste, pour le maire qui a peut-être un employé ou deux dans la municipalité, c'est impossible de gérer des problèmes comme ça. Voilà, donc vous avez besoin de mutualiser. Oui. Oui. Et donc, c'est pour ça que la ville métropole de Turin a un rôle de régie.
la loi qui a constitué les villes métropoles de Turin, les villes métropoles en Italie, a donné aux villes métropoles une fonction qui n'était pas des provinces qu'il y avait avant. C'est d'assister les territoires de référence dans leur développement économique et social. Donc, en tant que sujet de zone vaste, on cherche à faire la régie et à donner les compétences qu'on a pour les municipalités qui ont des difficultés à gérer par eux-mêmes. Voilà, c'est la métropole qui se met au service de ces municipalités avec des territoires immenses. Oui. Pourquoi il y a plus de pâturage chez vous que de forêts finalement qui sont abandonnées? Parce que vous êtes de l'autre côté des Alpes et que vous avez moins de forêts, c'est ça? Oui, je crois, peut-être Marco peut répondre à cette question mieux que moi, mais oui, on a un territoire qui est historiquement différent, avec une prévalence des pâturages par rapport aux forêts. Et on l'a découvert aussi en étudiant dans le cadre de ces projets, en préparation de ces projets. C'est pour ça que c'est très très important d'arriver à la fin du projet à avoir des données qui sont des données croyables, qui peuvent vraiment aider à gérer le problème. À gérer ce problème de terre abandonnée, hein, et qu'on a besoin de valoriser en fait. Je vous ai vu prendre des notes, Sylvain. Est-ce que vous voulez déjà réagir par rapport à ce qu'on vient de se dire? Puis après, j'aurai d'autres questions. Merci. Je relève ce qu'a dit Marco. C'est les associations, donc associations foncières. Le CNPF, en fait, est vraiment au service des propriétaires pour les regrouper. On anime un peu plus de 50 associations de propriétaires forestiers sur les seuls départements savoyards. On a mis en place toute une organisation pour avoir une représentativité de ces propriétaires au sein des collectivités locales. D'où l'importance de travailler de manière étroite entre les élus et les représentants de la forêt privée pour contribuer ensemble à de la remise en gestion de ces espaces. On a créé l'Union des forestiers privés de Savoie et de Haute-Savoie il y a à peu près 15 ans. Il y a 15 ans, ils représentaient à peu près entre 4 et 600 propriétaires par département. Aujourd'hui, ils rassemblent un peu plus de 4000 sylviculteurs. Donc on voit que le regroupement a un effet fédérateur et qu'on arrive à dépasser ce morcellement. Donc on arrive à regrouper les propriétaires et puis on arrive également à faire des propositions plus opérationnelles ou concrètes en regroupant les parcelles. Donc en proposant aux propriétaires de mettre leurs parcelles dans un périmètre donné, enfin d'adhérer à un projet de gestion collectif sur un périmètre, un versant, une vallée, un massif forestier. Donc ça, c'est des associations syndicales libres de gestion qui permettent d'être tout de suite opérationnelles, c'est-à-dire chacun à peu près 1500 mètres carrés. Mais quand on rassemble 200 propriétaires, on arrive à avoir une organisation qui devient économique. Pourquoi on fait ça? Pour mobiliser plus de bois. Aujourd'hui, 70% du bois qu'on utilise en Auvergne-Rhône-Alpes est du bois étranger. Alors même qu'on ne mobilise que 30% de l'accroissement courant annuel dans les montagnes. Il faut réutiliser du bois local, mais pour ça, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut dépasser le morcellement. Donc voilà un petit peu tous les sujets qu'on va essayer de mettre en place pour faciliter l'accès, l'équipement de manière concertée. Et je reviendrai après sur les usages et les services rendus par la forêt, sur la multifonctionnalité. Marco, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de se dire? C'est la même chose en Italie, mais nous avons appris par eux que la propriété, si une seule propriétaire peut faire rien. La gestion des forêts passe par une association de propriétaires qui s'appelle ASPO, qui s'appelle notre le consorti. Mais c'est important unifier la propriété. En Italie, il n'y a pas ça. Donc, si tu disais que vous avez le 70% de bois à l'étranger importé, nous avons le 85%. Et nous avons 12 millions d'hectares en Italie de forêts. Mais s'il n'y a pas une organisation des propriétaires, s'il n'y a pas une gestion, s'il n'y a pas une certification forestale, comme on dit, PFC, FSC, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et donc,
le développement passe par la réunification des propriétaires. C'est très important de se réunifier, quelle que soit cette type de réunification. Je reviens à votre projet. Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Et je sais que vous voulez le porter au niveau européen. Donc expliquez-moi un petit peu tout ça. Je ne sais pas qui veut y aller. Sonia? Oui, le projet, la durée du projet, c'est de 3 ans. Et on commence maintenant avec les activités, mais l'idée, c'est de produire une communication au niveau européen pour un améliorement du cadre normatif. Avec les données que je parlais avant, on peut produire ce genre de communication pour avoir un meilleur cadre normatif, parce que il y a des blocages d'un point de vue juridique. Des blocages qu'on a vus tout à l'heure, il y en a peut-être d'autres. Oui, tous les blocages. Comment peut-on améliorer de supérer ces blocages? Donc ça, c'est le vrai but de notre projet. Votre travail, de votre projet. Débloquer la situation et le porter au niveau européen, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas que la France et l'Italie qui sont concernés, mais ça concerne tous les pays européens et vous voulez être porteur de ce projet ensemble, oui. C'est ça? Oui, nous on a ce cadre de collaboration avec la France dans le Alcotra, dans les projets de Alcotra. Donc on est très habitué à travailler ensemble parce que la frontière chez nous, c'est un lien, c'est pas quelque chose qui divise. Non, c'est quelque chose qui nous réunit parce que il y a les problèmes du changement climatique, par exemple, auxquels nos communautés sont très exposées parce qu'ils sont à la montagne, donc où le changement climatique a des effets souvent très graves. Et donc, on a vu qu'en partageant les connaissances et les bonnes pratiques, on peut améliorer la vie de nos communautés, que c'est la vraie raison pour laquelle on nous a élus. Oui, vous êtes élus pour changer la vie, comme on disait en France, il fut un temps. Ok. Alors, vous vouliez aller un peu plus loin tout à l'heure, Sylvain, allez-y. Oui, je voulais juste compléter sur le changement climatique. Vous avez tout à fait raison. Les Alpes françaises se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la France ou du monde. On a pris 2,5 degrés déjà d'évolution de température. La raison est toute simple. Dans les Savoies, les glaciers ont perdu 40% de leur volume. Donc ça tamponne beaucoup moins. Il y a 40% d'enneigement de moins. Donc ça renvoie beaucoup moins les rayons du soleil. 3 degrés pendant les périodes estivales pour les arbres, c'est une différence d'altitude de 600 mètres. Donc on imagine la vitesse où se déplacent les arbres. On est face à un problème qui est majeur. On a beaucoup de dépérissement. Et il faut qu'on anticipe, il faut qu'on donne des éléments d'aide à la décision aux élus pour connaître quelles sont les essences qui seront les plus vulnérables, quels sont les massifs qui vont perdre leur rôle de protection des biens et des habitations, quels sont les massifs qui vont être moches paysagèrement parlant, parce qu'il y a aussi des stations de ski, il y a beaucoup de touristes dans les Alpes. Donc en fait, il faut qu'on anticipe ce changement climatique. Et pour ça, et c'est là où je voulais en venir, il va falloir qu'on travaille sur les services rendus par la forêt. Aujourd'hui, c'est la production de bois qui paye tous les services, tous les travaux, tous les investissements en forêt. Demain, on espère qu'il y aura de la solidarité avec les acteurs touristiques, avec les collectivités locales pour la reconnaissance de la protection des biens et des habitations par les massifs forestiers, sur les éboulements par exemple. Les forêts produisent beaucoup d'eau potable. On espère que demain, on reconnaîtra ce service et que les collectivités ou les syndicats des eaux nous aideront à gérer mieux la forêt pour mobiliser plus et mieux. Voilà. Donc, au-delà d'être un problème franco-italien, on va dire, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est un problème qui concerne l'ensemble des acteurs de la montagne et des territoires. Face au changement climatique, c'est ça. La forêt est très impactée. Faire un arbre, c'est 100 ans. En agriculture, si on se plante l'année suivante, on peut adapter. En forêt, ce n'est pas le cas. Ça va prendre beaucoup de temps. Et quand on voit qu'à peine 50% des forêts sont accessibles,
On a un défi à relever pour équiper les forêts, pour aller accéder aux parcelles, pour changer ou travailler au profit d'une essence qui est plus adaptée au changement climatique. C'est tout ça qu'on va devoir relever en termes de défis. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ces terres abandonnées reviennent dans le giron, parce que ça ne peut se faire que sur des grandes surfaces et sur cet ensemble. Et que collectivement, exactement, tout à fait. Marco, je vous voyais réagir. S'il n'y a pas une gestion des forêts, Lyon, Paris, Turin n'ont pas l'eau. Et s'ils n'ont pas l'eau, c'est un problème. L'eau, on doit reconduire la question à la valorisation des services de l'écosystème qui peut exprimer les forêts, ont une gestion. Et donc ça, c'est un facteur qui c'est très important à raconter dans la ville de Turin, dans la ville de Lyon, dans la ville de Paris, et comme ça. Et depuis, il y a une autre question. C'est important d'apprendre que nous pouvons être plus forts ensemble sur la nouvelle politique, la politique des agricultures de la communauté européenne. La communauté européenne ne s'est pas trop intéressée à ce thème. Donc, doit être très fort. France, Italie, la justice sociale de la Laudato Si. Vous connaissez la Laudato Si en chantant, la Laudato Si du peuple. Et c'est ça. C'est ça. C'est un projet, ASPO, c'est un projet qui regarde loin et parle à Bruxelles en disant l'agenda rural de la France. L'agenda rural, c'est très important en France. Moi, je connais, très important. L'agenda rural, la stratégie pour les aires internes de la montagne en Italie font une action politique sur Bruxelles. Voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre association. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sonia? Non, je voulais seulement... c'est une citation d'un prix Nobel qui disait pourquoi c'est très important d'avoir des données, d'étudier et avoir des données. Parce qu'autrement, on n'est que d'autres personnes avec des opinions. Donc, il faut avoir des données qui sont sur lesquelles construire une vraie politique de développement. Voilà. Malheureusement, en ce moment, j'ai l'impression que même avec des données, on a du mal à convaincre certaines personnes. Voilà, donc on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je voudrais que chacun vous me fassiez une petite conclusion et que vous me donniez un petit peu, on en a déjà parlé, mais vos espoirs par rapport à ce projet et ce qui peut vous apporter à vos territoires, à chacun. Je ne sais pas qui veut commencer. Patricia? Oui, ben je pense qu'on sera bien d'accord tous les quatre. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à lever les freins juridiques qui existent, donc porter effectivement la voie et le travail qui sera réalisé ici au niveau européen. Et puis aussi, c'est renforcer notre partenariat parce que c'est très intéressant, cette coopération sur l'arc alpin. Une question que je ne vous ai pas posée, combien de personnes sont mobilisées à ce projet? À peu près. Dans le groupe de travail, on est à peu près une vingtaine de partenaires, hein, Fabio, italiens et français. Mais après, derrière, par exemple, pour le CRPF est un établissement public, mais on travaille avec les associations de propriétaires, ils sont 200 000 pour la Haute-Savoie, pour les Savoies Haute-Savoie. Oui, ça fait beaucoup de monde. Oui, après, effectivement, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis bien longtemps. Et pour nous, c'est essentiel de renforcer donc, ce partenariat qu'on a avec le CRPF et avec la SAFER également, qui a une maîtrise aussi de ce sujet. Vous avez appris quoi de l'Italie? Eh bien, j'apprends encore là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un territoire qui est commun finalement. Hein. Ce sont les Alpes, l'Alpe française, l'Alpe italienne, l'arc alpin. Mais qu'on soit d'un côté du territoire ou dans l'autre, c'est vrai qu'il y a une gestion qui est différente. Il y a un attrait qui est différent. Nous aussi, on a du pastoralisme sur notre territoire, mais c'est vrai que là, notre souci, c'est vraiment la gestion forestière. C'est vraiment la forêt, hein, la gestion forestière. Sonia, Oui. Sur ces questions, sur vos espoirs par rapport à ce projet, et puis la même question, qu'est-ce que vous avez appris de la gestion française des forêts? Bon, je crois que ce projet peut renforcer notre coopération transfrontalière face aux défis que nos communautés vont avoir dans les prochaines années.
le changement climatique est l'un des plus importants parce que il a des effets sur la vie de nos communautés. Donc, et la gestion des forêts et des terres abandonnées est fondamentale dans ce cadre. Oui, dans ce cadre-là. Et de la France, on a appris que la gestion est différente. On peut apprendre beaucoup sur les forêts parce que je crois que la France a déjà fait des raisonnements et des actions sur les forêts, tandis que nous, on a surtout de terrain pour le pastoral qui sont... Pastoralisme. Et donc, je crois que nous, on peut mettre notre expertise dans le terrain pastoral et apprendre de la France leurs expertises sur les forêts. Sur la forêt. Oui. Partage d'expérience. Marco, votre mot de la fin. C'est ça. Et moi, je peux dire qu'en Italie, nous avons en ce moment 70 associations foncières. Et nous devons les augmenter, pas seulement dans le Piémont, dans toute l'Italie. Il y a aussi des associations foncières dans la Sicile. Moi, lundi, je vais en Sicile à connaître ce qu'ils font. Et nous devons les augmenter. Et depuis, on doit travailler aussi pour changer la loi en Italie. Et apprendre par le modèle français, la propriété c'est important, mais on doit reconduire la propriété à un intérêt généraux. S'il y a un intérêt généraux, on peut construire une liaison entre les propriétaires, que c'est très important pour les communautés qui vont continuer à vivre sur la montagne, dans les aires ruraux de la France et de l'Italie. Vous avez le mot de la fin, Sylvain? Disons que ce programme intereuropéen va nous apporter des moyens également. Ça nous a permis de créer un poste au CNPF. On n'est que 12 pour 200 000 propriétaires. Un poste, c'est important. Ça va surtout nous permettre de dégager du temps et de l'ingénierie pour travailler sur le juridique, pour travailler sur le foncier et passer du temps à chercher des solutions de partenariat avec les collectivités, avec les acteurs privés, avec les acteurs publics. Et pour faire surtout reconnaître et mettre en visibilité les propriétaires forestiers. Ils sont très nombreux, ils sont bénévoles, il y en a qui sont présents aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à les mettre en visibilité, faire reconnaître ce service d'intérêt général par l'ensemble des acteurs pour que ça monte en compétences, ça monte en professionnalisation et en reconnaissance et avoir, j'espère, demain des forêts privées aussi bien gérées que les forêts publiques en France. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de ce projet ASCFO, c'est compliqué, en fin de journée. Un temps d'échange, un moment à retrouver sur notre chaîne Bâti Journal TV, comme tous les émissions que nous tournons ici sur Eurobois 2026, et bien sûr sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2026 et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Vous pouvez les Merci. applaudir.